Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Je suis en ce moment au Fort Saint-Jean, dans une cellule du corps de garde, pour vous inviter à célébrer les 16 et 17 août, le 250e anniversaire du siège qui a eu lieu ici. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est vraiment communautaire, dans la mesure où vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation bénévole ou vous pouvez nous suggérer des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. On est en ce moment au corps de garde du musée du Collège militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu pour parler du siège ou du 250e anniversaire du siège avec Rémi Landry, président du conseil du musée. Bonjour, Monsieur Rémi Landry. Bonjour, madame. Vous êtes un bénévole. Effectivement. Un heureux bénévole. Puis on est accompagné aussi de Gabrielle Sainte-Marie, archiviste et chef guide. Tu as dû avoir du plaisir dans les archives ici? Oui, on a une bonne partie des archives ici. Là. C'est une grosse partie du travail, effectivement. Puis c'est toute une histoire qui va se dérouler ici, les 16 et 17 août. Les 16 et 17 août, c'est ça. C'est déjà depuis environ un peu plus de 2 ans que notre conservateur qui vient de nous quitter, M. Éric Ruel, a mis sur pied un programme pour éventuellement faire une reconstitution. Il y a eu une reconstitution du siège de 1775 en 1975, on célébrait le 200e anniversaire, et puis compte tenu le fait qu'on s'approche aussi de la fameuse fête américaine de l'indépendance, qui vont célébrer aussi, eux, leur 250e anniversaire, ça fait qu'on a décidé à ce moment-là de souligner l'événement. Donc, on s'attend d'avoir un peu plus de 400 reconstituteurs américains qui vont se joindre ici pour faire la reconstitution du fameux siège de Saint-Jean qui, en septembre 1775, a duré environ 45 jours. Et puis, enfin, pour toute fin, a contribué au fait que la province de Québec ne devienne pas le 14e État américain, comme c'était le plan lors de l'indépendance américaine, de vouloir chasser les Britanniques des colonies américaines et éventuellement de la colonie canadienne. Oui, aujourd'hui, on en est très heureux. C'était même le début de la construction d'un pays. Effectivement, c'est ce qu'on dit, parce que c'est pas juste les Britanniques qui ont contribué à cet effort de guerre-là pour repousser les Américains, c'est qu'il y a eu aussi des Canadiens. Puis quand je parle Canadiens, je parle de Canadiens français qui étaient ici lors de la colonie française, mais je parle aussi de Canadiens qui étaient des immigrants écossais, irlandais et britanniques qui s'étaient établis au Canada. Et puis naturellement, les Autochtones aussi ont contribué à cet effort-là en combattant aux côtés des Britanniques pour repousser retarder la chute du Fort Saint-Jean et puis éventuellement l'année suivante, au printemps l'année suivante, éventuellement être en mesure de chasser les Américains lorsque l'armada britannique rejoint le Canada pour éventuellement pousser les Américains. Ici, c'était un lieu où il y a eu beaucoup de conflits, des conflits autochtones avant. Ben, quand on parle de conflits autochtones, on dit plutôt qu'il y a eu 2 forts français. Compte tenu de l'importance du Richelieu avec le lac Champlain, compte tenu des rapides à Chambly, oui. Saint-Jean est devenu un point d'ancrage qui permettait tant aux Français qu'aux Anglais de pouvoir avoir un site de ravitaillement qui permettait à ce moment-là aux autres forts qui étaient occupés soit au lac Champlain ou sur la rivière Richelieu de venir ici puis de prendre éventuellement le ravitaillement. Donc Saint-Jean, depuis 1666, a toujours été un point d'ancrage en ce qui concerne la défense tant des Français que des Britanniques. Un point d'ancrage fortifié. Il y a eu 4 forts ici, hein? Oui, il y a eu 4 forts ici. Le premier, comme M. Landry a dit, c'est que 1666. Second, en 1748, qui a participé à la guerre de la conquête, telle qu'on la connaît. Et 1775, donc, c'était notre 3e fort qui a été attaqué par les Américains. Et vraiment, une grosse attaque, là. On avait 3 fois, en fait, l'armée américaine était 3 fois plus grosse que la garnison de Saint-Jean à l'époque.
Et finalement, après ça, quand les Américains ont été chassés du fort, quand les Anglais ont fait leur riposte, ils ont été chassés et les Anglais ont repris le fort et ont reconstruit encore là pour faire ce qu'on appelle le 4e fort. Et si vous venez aujourd'hui sur le site du fort de Saint-Jean, sur le site du Collège militaire royal de Saint-Jean, vous allez encore voir les anciens remparts du 4e fort et ce qui reste aussi du 3e fort. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que ça n'a jamais été un fort en pierre ici à Saint-Jean. Donc, vous allez pas voir quelque chose comme le fort Lennox ou le fort de Chambly. Les 2 premiers forts, 1666, 1748, les forts français, étaient en bois. Donc, visuellement, on les voit pas. Mais les forts anglais, eux, étaient en terre. Donc, il faut les voir. Il faut regarder comme faut sur le terrain. Regarder, on voit des fossés, on voit des buttes et on peut souvent, par exemple, de façon aérienne, on peut voir vraiment à quoi ressemblaient les remparts du fort, là, qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui encore. Puis les habitants de cette époque-là qu'on appelait déjà les Canadiens ou les Canadiens, ont fait le choix des Anglais plutôt que de devenir Américains. Oui. En grande partie, bon, il y en a plus. Évidemment, c'était complexe comme situation à l'époque, là, mais en grande partie avec ce qu'on appelle l'acte de Québec, qui nous ont permis, entre autres, de garder la langue française, de garder la religion catholique. C'est ça qui est important. Et aussi de garder même le code civil français au complet. De Napoléon, oui. Donc, au complet, ça, c'était resté pour nous. Ça l'a amadoué les populations canadiennes à l'époque. On est resté soit neutre, soit du côté anglais, soit pour juste défendre notre pays aussi. Là, on s'entend que... Il y a eu tout de même une petite minorité qui a participé directement avec l'effort américain. Entre autres, le fort Chambly est tombé assez rapidement avec l'appui de certains Canadiens. Il ne faut pas oublier que c'était une démarche d'indépendance, d'éventuellement une démarche aussi qui s'est avérée démocratique pour les Américains, alors que présentement, on était une colonie britannique. Donc, il y a des gens, un peu comme on a connu plus tard au milieu du 1835 avec les Patriotes, où il y a eu le même besoin, je veux dire, d'autonomie, d'indépendance, de démocratisation. Ça l'a affecté une certaine partie de la population à cette époque-là. Mais en grande majorité, comme l'a si bien expliqué Gabriel, la grande majorité était du côté britannique pour éventuellement maintenir les acquis qu'ils avaient eus avec cette fameuse entente-là. Ouais. Ce sont des points tournants qui se sont passés ici dans nos régions. Faut en être fier aussi. Hein, faut en être fier. Et puis, c'est des faits aussi. Puis Gabriel pourrait peut-être en dire un peu plus, mais c'est des faits qui sont méconnus. On parle beaucoup de la guerre de 1812, comme de quoi qu'on avait été en mesure même de se rendre jusqu'à Washington, mais on parle peu de 1775. Mais 1775, selon moi, est un fait tournant. C'est ce qui nous a permis de rester le Canada. C'est sûr qu'il n'y a pas juste le fort Saint-Jean qui a permis à cette victoire-là. Il y a tout de même les batailles qui ont eu lieu à Québec, et puis Québec a été en mesure de repousser définitivement les Américains. Soit le 31 décembre 1775, ou comme je le disais tout à l'heure, lorsque l'armada britannique est arrivée au printemps pour les repousser. Mais il en demeure pas moins que c'est un fait marquant, qui est méconnu, et puis c'est un peu ce qu'on veut faire cette année, c'est de publiciser cet événement-là, d'en être fier aussi, et puis en même temps, de voir que malgré tout, le tout se fait aujourd'hui à l'intérieur d'une certaine collaboration, amitié, je veux dire, tant entre Britanniques, Canadiens et Américains. Je pense qu'il faut pas non plus, je veux dire, négliger, là. C'est pas le fait qu'on assiste à une défaite, non, au contraire, je veux dire, on représente un fait historique dans l'esprit de nos jours, où il y a une collaboration, je veux dire, définitive entre Britanniques, Canadiens et Américains, là. Et c'est un moment unique qu'on va vivre ici. Vous m'avez dit non, c'est pas unique, ça arrive tous les 50 ans. Je dis que ça arrive tous 50 ans. On l'a fait en 1975, OK, pour souligner le 200e anniversaire. On le fait présentement 50 ans plus tard. Et puis,
j'ose espérer que dans 50 ans, ceux qui nous remplaceront auront l'idée de peut-être de poursuivre l'idée. Parce que l'idée, c'est de connaître notre histoire, mais aussi c'est d'inviter les gens à venir sur le site du collège, parce que le site au complet est un lieu historique. On parle du musée, oui, mais si vous vous promenez sur le site, vous voyez les remparts, des vestiges de cette époque-là, qu'on peut marcher dessus, et puis en même temps, je veux dire, le collège ou le musée du collège militaire est le deuxième endroit en Amérique du Nord où il y a eu une présence militaire le plus long, continue. Wow. On oublie ça. Mais le premier, naturellement, c'est la citadelle de Québec. Mais ici, il y a, à partir de 1666, il y a toujours eu des militaires. Même lorsque les Britanniques ont quitté, le fort a été réinvesti par la milice, réserve canadienne, et puis plusieurs régiments qui sont toujours actifs aujourd'hui, qui ont vu le jour ici au collège, entre autres le Royal 22e Régiment. Oui, puis il y a beaucoup de recherches archéologiques qui sont faites ici. Oui. Il y a même des subaquatiques, des recherches subaquatiques. Oui, en fait, on a une épave qui est, je vous dirai pas exactement elle est où, parce que c'est encore un secret professionnel et tout, mais en face du collège, on a une épave là, dans l'eau, partiellement enfouie sous le fond de la rivière, donc très difficile à aller voir pour nos pauvres chercheurs, pour nos pauvres archéologues. Donc, il faut vraiment qu'il y ait plongé dans la rivière pour aller soit l'observer. C'est sûr qu'à chaque année, on essaie d'aller faire des fouilles pour observer le déroulement, pour pas que la glace, par exemple, ait détruit des morceaux ou quoi que ce soit. Puis, en fait, l'année passée, on a eu vraiment l'autorisation de fouiller le fond de la rivière et d'ouvrir tout ça pour aller voir la partie qui est enfouie là, sous toute cette argile-là. L'objectif étant de déterminer l'âge de cette épave-là. Mm-hmm. Et puis, comme vous le savez, peut-être pas, mais une épave appartient toujours au pays auquel le navire appartenait. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'est pas en mesure d'identifier le navire, ça nous permet d'investiguer, de chercher à savoir. Puis dernièrement, les fouilles qu'on a faites nous ont permis de recueillir des échantillons, et puis on est en mesure de dater ces échantillons-là comme étant du milieu du 18e siècle. Donc, initialement, on pensait que c'était plutôt vers la fin du 18e siècle, mais là, ça nous met au milieu du 18e siècle. Puis au milieu du 18e siècle, c'était la guerre entre Français et Britanniques. Donc, c'est peut-être un navire soit britannique, on pense que c'est un navire britannique, ou un navire qui pourrait être français aussi. Donc, parce que les navires étaient transportés d'Angleterre en pièces détachées. La même chose. Soit que le navire venait puis était démonté à Québec, ou soit qui est dépendant de la grosseur du navire, ou soit éventuellement qui était démonté, fabriqué en pièces détachées en Angleterre, auxquelles on ajoutait certaines pièces qui étaient aussi construites à Québec, dépendant de la nature du navire. Et puis le tout était acheminé à Chambly. Et puis de Chambly, c'était transporté à Saint-Jean par voie de route, avec des chevaux qui tiraient éventuellement. Puis à Saint-Jean comme tel, il y avait un petit chantier maritime où ce qu'on reconstruisait ces navires-là. Il y a d'autres navires aussi qui venaient de l'Angleterre et puis arrivaient à Chambly, qui étaient, pour toute fin pratique, grandement allégés de façon à pouvoir les tirer sur la rivière et puis d'éviter les dangers avec les rapides. Donc, il y a plusieurs choses qui se faisaient, mais définitivement, je veux dire, comme je dis toujours, Ikea existait à cette époque-là, c'est quelque chose, qu'on faisait. Oui. D'où aussi la difficulté de pouvoir réellement, je veux dire, connaître la nature des origines du navire, parce qu'il y a des parties qui étaient faites à Québec. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de dater le bois, puis on essaie d'identifier l'essence du bois aussi, d'où ce qui vient ce bois-là. À cette époque-là aussi, rappelons-nous qu'il y a du pain canadien qui partait du Canada pour aller en Angleterre aussi pour... C'est vrai. Pour construire ces navires-là. Donc, c'est un travail de casse-tête là, pour notre archéologue, mais en même temps, il faut souligner le fait qu'il n'y a pas beaucoup de sites militaires au Canada où on peut se permettre de faire des fouilles terrestres et des fouilles subaquatiques. On est probablement, je veux dire, un des seuls actuellement qui a cette capacité-là de pouvoir offrir à nos chercheurs, à nos archéologues, la capacité de pouvoir faire des fouilles. C'est d'ailleurs avec eux qu'on était capable de déterminer les origines des deux forts français, où ce qu'ils étaient sur le site-ci.
Puis ici, les fouilles se font continuellement. Je pense depuis plusieurs années qu'il y a des fouilles ici. Là, présentement, il n'y a pas de fouilles terrestres. C'est sûr que si la construction est là, qu'on se met à creuser dans le sol, automatiquement, il va y avoir des archéologues sur place pour vérifier le travail de construction, voir s'il y a des vestiges ou quoi que ce soit. C'est certain. Mais ici, effectivement, il y a des fouilles professionnelles, parce qu'il y a eu déjà des fouilles amateurs avant, là, mais des fouilles professionnelles, on en a depuis 1980, les premiers étant par Canada, qui avait commencé ces fouilles-là. Puis on a eu, par exemple, aussi l'Université de Laval, qui était là de 2009 à 2014. Entre autres, on a eu un partenariat avec eux. Puis depuis ce temps-là, c'est plus... comment je pourrais dire ça? Plus... L'effort est pas axé là-dessus parce qu'on a trouvé un peu ce qu'on voulait savoir, mais l'effort est axé vers le musée? Non, vers la rivière Richelieu. OK, la rivière, oui. Un passé qui est peut-être méconnu. Je veux dire, le fait que le Richelieu était une voie de communication par excellence pour se promener du nord au sud. Là. Oui. Un peu comme nos autoroutes qu'on a aujourd'hui. Je veux dire, on aurait de la difficulté à vivre sans nos autoroutes. Ben, à cette époque-là, le Richelieu était une autoroute qui nous permettait d'aller au bout du lac Champlain, jusqu'à New York. Puis ici, on a la preuve avec même les plans des bateaux. Oui. Il y a plein d'informations sur les bateaux. Il y a une reconstitution de bateaux aussi qui a été faite par... Luc Leclerc. Luc Leclerc. Monsieur Luc De Saint-Jean-Port-Joli, un artisan de renommée internationale. Et puis c'est réellement, je veux dire, un petit chef-d'œuvre, c'est magnifique. C'est le Maria qu'on a décidé de refaire faire avec notre archéologue maison. Et puis ça représentait à l'époque le navire amiral de la flotte britannique. Puis ça, ici, la reconstitution va se dérouler les 16 et 17 août. Le 16 et 17 août. Puis vous allez avoir une navette parce qu'on ne pourra pas stationner ici. On ne pourra pas stationner, ça va être publicisé. Justement, on a une rencontre avec la ville cet après-midi pour être en mesure de confirmer les endroits où ce que les gens vont pouvoir stationner. Puis il y a une navette le 16 et le 17 qui va éventuellement faire le tour des stationnements pour permettre aux gens de venir sur le site et puis en même temps, lorsque la fin de la journée va approcher, pour leur permettre de pouvoir retourner à leur voiture. Mm-hmm. Puis ici, est-ce qu'on apporte un lunch? C'est suggéré que les gens viennent avec leur famille. Il y a des endroits où on peut pique-niquer. C'est gratuit, contrairement à un paquet d'autres choses. Je veux dire, c'est une journée gratuite qu'on offre aux gens où ils vont être en mesure pas seulement d'assister à des reconstitutions historiques de certaines batailles ou de certains conflits qu'il y a eu là sur le terrain, mais aussi de voir le campement. Parce que à cette époque-là, les militaires se déplaçaient avec leur famille. Donc, il y a cet aspect-là aussi que les gens vont pouvoir visiter, voir les familles, voir où est-ce que ces gens-là, de quelle façon ces gens-là vivaient à cette époque-là sur les camps. En plus, nous, comme tels, on s'est assuré de pouvoir ajouter à ce campement-là divers kiosques d'informations, soit comment le tissage de ceintures fléchées, la broderie, on va même avoir un scieur de long qui va éventuellement nous donner des aspects historiques de ce qui se faisait à cette époque-là, puis comment est-ce qu'on le faisait. Puis naturellement, le musée va être disponible pour permettre aux gens de venir voir le musée. De s'informer aussi. De s'informer. Et puis comme tel, la salle de garde ici, le corps de garde va être ouvert pour permettre aux gens d'en connaître un peu plus sur l'ensemble de cette opération américaine-là. Parce que le musée, on parle principalement du siège du Fort Saint-Jean, mais l'exposition comme telle qui va être en place pour 2 ans couvre toute la période du début des opérations de la Révolution américaine jusqu'à leur retrait, jusqu'au regain par les Britanniques du Fort Saint-Jean ainsi que d'autres forts sur le Richelieu et le lac Champlain. Puis ici, en dehors de cet événement-là, on peut venir au musée tout le temps? Oui, en fait, le musée est ouvert à peu près la mi-mai, début mi-mai, jusqu'à la fête du travail, du mercredi au dimanche de 10 à 5. Au public, au grand public, n'importe quand vous voulez, vous venez. C'est gratuit. C'est gratuit. Il y a un stationnement. On a juste à dire à la Guérite, on vient faire un tour. Exactement. Les gens, ils ont juste à se présenter. Ça peut sembler un petit peu austère lorsqu'on voit la Guérite, mais les gens vont tout simplement vous demander, vous êtes ici pourquoi? Le musée? Bon, allez-y. Oui. Il y a des gens qui viennent promener leurs chiens, là. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous pouvez aller à pied aussi, c'est pas nécessaire de... Puis on est bien accueillis aussi.
Oui, ben oui. Avec des gens qui ont des connaissances. Éventuellement. Oui. Et puis en plus, l'exposition temporaire ici, comme vous pouvez le voir, les tableaux sont très descriptifs. Ça fait que vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un guide avec vous pour visiter l'expo temporaire. Vous commencez en rentrant à votre gauche, et puis vous prenez le temps qu'il faut, et puis si vous n'avez pas assez de temps, l'idée, c'est de revenir. C'est comme notre musée. Le musée, je veux dire, il y a énormément d'informations. Moi, je sais que ça fait 6 ans que je viens ici, puis à chaque fois que je viens, je prends le temps d'aller faire un tour au musée, puis il y a tout un petit quelque chose que j'apprends. C'est vivant. Puis comme je mentionnais, les gens peuvent se promener sur le site aussi. Il y a des artefacts sur le site. Okay, oui. On a en masse de chars d'assaut, véhicules blindés, on a un avion de la guerre froide. On a même des artefacts de notre ancien porte-avions que le Canada a eu. Ça fait qu'il y a toutes sortes de choses. Et puis en plus, tous ces artefacts-là sont toujours accompagnés d'un code QR. En majorité, d'un petit code QR où les gens peuvent avoir des informations un peu plus détaillées sur l'artefact en question. Pas toutes, mais certains. Certains d'entre eux, oui, pas tous. Pas tous. On n'est pas rendu là. Mais il y en a tout de même plusieurs où on peut avoir un peu plus d'informations. Oui. C'est beau et accueillant aussi. C'est beau et accueillant. Oui. Et puis en plus de ça, les gens rentrent au musée peuvent avoir une carte détaillée de tous ces artefacts-là. Comment faire la marche, visite, la visite, exactement. Oui. Ben, je vous remercie. Oui, juste aussi mentionner que le reste de l'année, on est quand même ouvert sur réservation. Si les gens veulent venir, moi, mon bureau est à 5 minutes de marche, je peux venir vous ouvrir le musée, il n'y a aucun problème. Là. Sauf que c'est sur rendez-vous. Oui, c'est sur rendez-vous. Vous voyez, on est très accueillant et puis on adore éventuellement que les gens viennent ici pour s'informer sur notre passé historique, qui est tout de même fort intéressant pour les gens d'apprendre ce qui s'est passé ici. Mm-hmm. Bien, merci. Plaisir, merci pour votre gentillesse. Bien. Merci. Ben, merci tout le monde. Puis vous savez, n'oubliez pas les 16 et 17 août. Venez ici. C'est unique à tous les 50 ans. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!